Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur la mémoire opérationnelle sur la guerre d'information à propos toujours de la guerre du Vietnam. Et vous avez souhaité nous parler du programme Phoenix qui va éclairer nos auditeurs sur la manière de conjuguer la guerre d'information et le recours à une violence qui peut être extrême. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors le programme Phoenix, c'est un programme qui a déclenché pas mal de polémiques après la guerre du Vietnam, lorsqu'un certain nombre de journalistes ou même de chercheurs se sont penchés sur son exécution, son contenu et ce qu'il a représenté dans l'histoire même de la guerre du Vietnam. Alors de quoi s'agit-il en fait avec le programme Phoenix? Au départ, c'est une idée qu'on pourrait dire émanant du contexte purement vietnamien, c'est-à-dire que le gouvernement de Saigon essaie, au cours des années 60, de réfléchir à un moyen pour contrer l'influence grandissante du Viet Cong, donc des forces qui réclament la réunification du Vietnam entre le nord et le sud, et bien entendu avec derrière le Nord-Vietnam, donc un pays communiste, et derrière le Nord-Vietnam, le soutien de l'Union soviétique, le soutien de la Chine communiste. Bref, on est au sein du contexte de la guerre froide sur un périmètre qui est plutôt sensible, parce qu'il y a déjà eu la guerre d'Indochine. La guerre du Vietnam succède à la guerre d'Indochine. Les Français ont perdu cette guerre d'Indochine et au niveau de la guerre du Vietnam, les Américains s'interrogent s'ils vont faire mieux que les Français, s'ils vont vaincre le Viet Cong et réussir à bloquer les initiatives du Nord-Vietnam et de ses alliés. Je le répète, l'Union soviétique et la Chine communiste. Alors, ce gouvernement vietnamien, on en a déjà parlé, c'est pas un gouvernement qui a une très très grande légitimité. Il est arrivé au pouvoir avec le soutien américain, notamment avec le fameux Diem, qui avait été renversé, remplacé par plusieurs généraux. Et on sait très bien que la société sud-vietnamienne n'est pas une société qui est solidement ancrée à la défense du régime sud-vietnamien. Elle est divisée entre clans, entre religions, et dans la mesure où les accords qui ont mis fin à la guerre d'Indochine n'ont pas vraiment été respectés, notamment au niveau des élections, on est devant une situation très dégradée et le régime sud-vietnamien a le plus grand mal à essayer de contrer la manière dont le Viet Cong utilise très efficacement les contradictions du régime. Donc on est bien dans un cadre de guerre de l'information, et ce cadre de guerre de l'information, vu qu'il n'y a pas vraiment de réponse, et on l'a vu notamment dans le podcast précédent, les Sud-Vietnamiens vont essayer de chercher d'autres moyens plus radicaux. Qui précisément va être à la manœuvre, Christian Arbulot? Alors, l'un des acteurs de ce programme Phoenix, et c'est pas tout à fait un hasard, c'est un ancien Viet Minh, Trong Ngoc Cho, qui avait changé en fait de posture à la fin de la guerre d'Indochine, parce qu'il était en dissidence, on peut dire, par rapport au Parti communiste vietnamien. Et ce Tran Nong Cho va impulser une forme de programme de contre-insurrection sous un nom de code, Phuong Rong, désolé pour la prononciation, mais qui signifie phénix en vietnamien et qui est une référence à un oiseau mythique, symbole de la tradition vietnamienne. Alors cet homme, il a comme particularité, et c'est très important, d'avoir une double culture. C'est-à-dire il a à la fois une culture de l'insurrection, avec toutes les méthodes subversives de guerre de l'information qui vont bien, et puis il a aussi une culture issue de la manière dont les Français ont essayé eux-mêmes de contrer le Viet Minh par des méthodes de guerre psychologique. Donc cette double culture, il va bien entendu l'utiliser, et il va notamment l'utiliser en partant d'une province où il a construit son propre réseau de renseignement. Ça, c'est très important. Donc, on voit bien que dès qu'on parle de guerre d'information, on va parler de réseau, on va parler d'individus, on va parler aussi, bien entendu,
de recherche, de contrôle d'une zone territoriale. Et le gouvernement Diem, qui l'avait assigné à la tête de cette province de Quénoa, à partir de 62, va attendre un certain nombre de résultats de ce fameux programme Phoenix. Le problème, c'est que l'individu en question, Trang Not Chau, est un homme un peu seul, qui va être écarté finalement du programme Phoenix initial à cause des éternelles intrigues politiques putschistes au sein du régime sud-vietnamien. Et vu qu'il a un passé lié au Viet Minh, ses adversaires vont jouer sur ce passé pour le mettre sur la touche, comme on dit vulgairement, et l'écarter de ce pilotage, de ce plan de contre-insurrection. Que se passe-t-il alors? Alors, ce qui aboutit à quel résultat? Ça aboutit à la reprise en main du programme par les Américains. Alors, juste un dernier mot sur ce fameux Trang Nan Chau. Et ce qui l'a encore plus affaibli à ce moment-là, c'est qu'après l'offensive du Tet, il a plaidé à ce moment-là une négociation et non pas de pousser la bataille jusqu'au bout et de vaincre les troupes Viet Cong et les éléments nord-vietnamiens infiltrés au Sud-Vietnam. Donc il y a une nouvelle suspicion qui l'a entouré, parce que plaider pour une négociation, ça veut dire pas être tout à fait clair dans la pensée anticommuniste et tout ce qui va avec. Et il va se retrouver en prison à Saigon. Et lorsqu'en 75, les communistes vont prendre le pouvoir définitivement au Sud-Vietnam, il va se retrouver dans un camp de rééducation avant finalement de fuir vers les États-Unis en 78. Donc vous voyez, c'est un parcours un peu particulier et je tenais quand même à le signaler parce que cet homme-là, il construit le début de l'architecture du programme Phoenix. Alors c'est la CIA qui va reprendre en main ce programme et on peut dire que les Américains vont eux aussi utiliser bien entendu le renseignement comme point de départ, à partir de réseaux humains qu'ils ont essayé de créer à travers tout le Sud-Vietnam, et notamment des réseaux de renseignement pour détecter les cellules dormantes du Viet Cong, en particulier en milieu urbain, et plus précisément à Saigon, et voir à partir de cette connaissance de l'ennemi comment réagir. Alors, à partir de 67, il a été créé une sorte de task force au sein des milieux à la fois du renseignement opérant au Sud-Vietnam, du côté américain mais aussi du côté sud-vietnamien, et de certaines forces militaires qu'on peut déjà à l'époque qualifier de forces spéciales. Et c'est comme ça qu'ont été constituées ce qu'on a appelé des unités de reconnaissance provinciale, les URP. Ces URP, elles ont été constituées à partir, d'une part, d'éléments sud-vietnamiens, on appelait ça les forces Mike, qui étaient des groupes de choc d'élite de l'armée sud-vietnamienne et qui avaient justement suivi l'entraînement des bérets verts américains, qui étaient l'embryon des forces spéciales américaines à l'époque. Et on a ajouté à ces forces Mike qu'on a appelé les Choi, qui étaient en fait des gens qui étaient d'anciens Viet Cong, et soit qui avaient quitté les rangs du Viet Cong pour différentes raisons, soit qu'on avait retourné. Donc ces unités de reconnaissance provinciale, on leur a donné un statut particulier, c'est-à-dire on a fait en sorte d'une part de bien les payer, ce qui n'est pas un élément anodin, pour se garantir leur fidélité au régime et surtout pour faire en sorte qu'elles aient une véritable valeur opérationnelle. Et on constate à la fin de la guerre du Vietnam que ces unités spécialisées étaient, semble-t-il, de loin parmi les meilleures troupes du régime sud-vietnamien. Alors, on a adjoint à ces unités de reconnaissance provinciale des conseillers, comme d'habitude, alors qui venaient de l'US Army, qui venaient aussi de l'US Navy avec les fameux SEAL, cette unité de nageurs de combat très particulière et qui menait des opérations clandestines, notamment à l'arrière
des terrains dominés par les troupes du Viet Cong. Et ces URP, donc, vont avoir une structure assez particulière. Ce sont des groupes de 10 à 20 personnes, donc qui sont commandés, il faut bien le noter, par des instructeurs américains. Et les missions que vont mener au départ ces unités de reconnaissance provinciale sont finalement assez classiques. C'est du renseignement, de la reconnaissance, de l'identification des zones d'implantation Viet Cong. Et une fois qu'on a pris connaissance du terrain et du maillage Viet Cong sur ce terrain, on passe à l'action. Alors ça va être des embuscades, des raids sur des villages, l'élimination ou l'arrestation des collecteurs d'impôts du Viet Cong. C'est pas anodin cette action puisque le Viet Cong tirait un certain soutien financier de la population paysanne qu'il contrôlait au Sud-Vietnam. Et puis petit à petit, l'action va se radicaliser puisque les URP vont procéder à des enlèvements de responsables afin de les interroger avec des méthodes qui pouvaient être très très dures. Et n'hésitez pas éventuellement, ceux qui pratiquaient ces méthodes, n'hésitez pas à éliminer certains de ces responsables, soit tout simplement en guise de représailles, mais aussi pour faire place nette. Ce mode opératoire n'est-il pas le même que celui des Tigres Noirs de l'adjudant Vandenberg pendant la guerre d'Indochine ? Alors, certains ont comparé la démarche des unités de reconnaissance provinciale avec un mode d'opération qui avait vu le jour côté français durant la guerre d'Indochine. Et ce mode d'opération, on le met au crédit d'un adjudant de l'armée française qui s'appelle Vandenberg, qui reste le grand héros français, vu notamment ses décorations, mais aussi son parcours du monde militaire français en Indochine. Vandenberg, ça reste un personnage, comme on dit. Alors pourquoi comparer l'action des URP avec les structures créées par Vandenberg qu'on a qualifiées de tigres noirs? Alors, Vandenberg, en fait, était à la tête d'un commando particulier, le commando 24. Pourquoi on appelait ça les tigres noirs? Tout simplement parce que Vandenberg avait décidé d'imiter le mode de combat Viet Minh, c'est-à-dire d'abord de s'habiller comme le Viet Minh, donc en prenant des tenues noires, de constituer une unité avec d'anciens Viet Minh ralliés, n'acceptant plus la ligne politique que le Viet Minh suivait en Indochine à l'époque. Et ce commando 24, au départ, qui réunit à peu près une cinquantaine d'individus, son objectif, c'est l'art de la ruse, en fait. C'est-à-dire comment sortir du cadre du combat traditionnel des forces militaires françaises qui sont donc à l'action sur le terrain indochinois, comment se battre autrement. Et se battre autrement, c'est comment, en fait, adopter les mêmes méthodes de combat que l'ennemi avec d'anciens ennemis. Et cette particularité est intéressante parce que elle va donner des résultats. Elle va donner des résultats. Et quand je parlais d'art de la ruse, je vais en donner un exemple pour bien illustrer comment le fameux Vandenberg s'y prenait. Au début de l'année 51, Vandenberg, qui mène des actions en profondeur à l'intérieur des territoires contrôlés par le Viet Minh, va tendre un piège au Viet Minh avec son adjoint qui s'appelle Vi, qui est un ancien Viet Minh justement. Il simule son arrestation, donc entre guillemets, il apparaît comme un prisonnier conduit par des gens habillés comme des Viet et il s'infiltre sur le territoire Viet et à un moment donné, ils vont tomber sur une patrouille de Viet Minh. Et l'art de la ruse, première phase, c'est de convaincre le chef de cette patrouille que eux-mêmes sont bien les Viet Minh et qu'il faut emmener ce soldat français capturé à l'état-major régional du Viet Minh. Qui va être fait, et c'est d'autant plus crédible que ce commandement régional imprimait des tracts pour
justement inciter la population à dénoncer l'action des Tigres Noirs et en ciblant Vandenberg, le but étant de le neutraliser, bien entendu. Donc, imaginez la scène, on amène Vandenberg, qui a les mains entravées, qui a l'allure d'un prisonnier, jusqu'au commissaire politique, puisqu'en fait, le militaire qui dirige la zone n'est pas là, donc c'est le commissaire politique qui prend en main Vandenberg et qui exulte, bien sûr, qui crache au visage de Vandenberg. Enfin, ils ont enfin le chef de ce commando 24 qui leur cause tellement de problèmes. Et là, le piège tendu par Vandenberg se referme. Un de ses geôliers, en fait, qui est un Viet Minh qui a trahi, ouvre le feu sur le commissaire politique et ses acolytes et les élimine. Et Vandenberg va profiter donc de ce retournement de situation pour récupérer des documents précieux qui vont servir ensuite à l'état-major français qui prépare justement une grande attaque pour contrer celle que Giap, le chef de l'armée Viet Minh, a lui-même préparée. Donc on est là avant une confrontation militaire classique sur le terrain. Et grâce à ce coup de main et l'art de la ruse de Vandenberg, eh bien, l'état-major français sera en position de force puisqu'il saura en fait comment Giap va disposer ses troupes et attaquer les troupes françaises. Donc, c'est un exemple intéressant, mais avec quand même une petite nuance, c'est-à-dire que les Tigres Noirs, qui n'étaient pas des enfants de cœur, hein, bien entendu, n'étaient pas non plus une troupe qui, comme un certain nombre d'années plus tard, durant la guerre du Vietnam, ces fameuses unités de reconnaissance provinciale, pratiquera l'élimination systématique des ennemis qu'ils identifient. Donc Vandenberg, c'est plus parasiter l'action du Viet Minh sur son propre territoire qu'il contrôle à l'intérieur de l'Indochine, alors que les unités de reconnaissance provinciale, durant la guerre du Vietnam, donc après la guerre d'Indochine, elles vont avoir une action beaucoup plus radicale, le but étant finalement, à terme, d'éliminer la présence du Viet Cong dans les zones contrôlées par le Viet Cong. Alors, quel est le bilan de ce programme Phénix, tel qu'il a été fait après coup? Alors, les Américains ont constaté que dans le delta du Mekong, qui est une zone stratégique du Sud-Vietnam, le programme Phénix a donné des résultats assez démonstratifs et, à leur sens, très positifs. Donc, en gros, de 67 à 71, l'infrastructure du Viet Cong passa dans cette zone, c'est les chiffres cités par les sources américaines, hein, de 80 000 à moins de 2 000. Donc vous voyez un peu le chiffre. Et là, on est bien dans la différence entre les méthodes de Vandenberg et les méthodes de la CIA et de ses alliés sur le terrain. D'un côté, art de la ruse et déstabilisation d'un adversaire. De l'autre, élimination de l'adversaire, éradication de sa présence. Donc c'est important parce que éradication, ça veut dire que on va tuer des cadres du Viet Cong, mais on va tuer aussi à terme des sympathisants. Et au-delà des sympathisants, on va peut-être tuer des gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans la lutte armée que le Viet Cong mène contre le régime sud-vietnamien. Donc il y a des civils. Et le chiffre des civils parmi les 80 000 qui ont été touchés par cette action plus que répressive, selon les experts, évolue de 26 000 à 41 000, ce qui est quand même beaucoup. En 1972, le programme Phénix montre, si on prend toutes les zones où il a été déployé, qu'il a été effectivement plutôt efficace, puisque les zones non frontalières, c'est-à-dire on ne prend pas en compte le sanctuaire que le Viet Cong entretient au Cambodge ou celui qu'il entretient au Laos, ces zones non frontalières ont été quand même nettoyées, c'est l'expression utilisée par les Sud-Vietnamiens et les Américains, et la présence
de noyautage des villages a quand même été considérablement amoindri à cause de ce programme Phoenix. William Colby, qui était le responsable de ce programme, futur patron de la CIA après, mais qui était déjà à la CIA au moment où il était responsable du programme Phoenix, estime que entre cette période 69-72, que c'est surtout durant cette période que le programme a été intensif, disons, le chiffre qu'il donne, c'est 80 740 suspects neutralisés, donc empêchés de nuire, et 26 369 tués. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais pourquoi y a-t-il une polémique, en fait, au-delà des jugements moraux qu'on peut porter sur ce type de démarche? C'est qu'un certain nombre d'experts estiment que le programme Phoenix a en fait été contre-productif. En quoi a-t-il été contre-productif ? D'abord, ils établissent une comparaison avec la démarche de Sir Robert Thompson, le fameux Britannique qui, lui, avait appliqué un programme de contre-insurrection en Malaisie et qui avait fonctionné puisque les Anglais en étaient sortis vainqueurs, mais qui ne reposait pas tout à fait sur la même logique. C'est-à-dire que le programme de contre-insurrection de Thompson, c'était d'abord et avant tout d'extraire la population de l'emprise des forces communistes en la déplaçant, mais en lui redonnant un autre cadre de vie, un autre cadre de survie économique. C'était pas l'élimination systématique des communistes sur un territoire donné, de manière à ce que la population puisse continuer à y vivre. Déjà, là, il y a une nuance qui est quand même importante, et je vous renvoie au podcast qu'on avait fait à propos de la Malaisie. Oui, le podcast 27. Mais il y a aussi d'énormes différences de contexte, qui expliquent peut-être aussi pourquoi le plan britannique a fonctionné sur d'autres règles moins extrêmes dans l'élimination de l'adversaire, notamment, que le programme Phoenix au Vietnam. Donc ça, c'est, je dirais, un premier constat. Le deuxième constat, c'est que le programme Phoenix se voulait d'une certaine manière une politique de pacification poussée à l'extrême, c'est-à-dire par l'élimination de l'ennemi sur territoire cible. Mais en fait, le constat, et il n'est pas mince, c'est que il est clair que ça n'a pas du tout détruit l'empreinte politique du Viet Cong. C'est-à-dire que le Viet Cong a continué, malgré l'élimination systématique de son infrastructure locale, qu'elle soit civile ou militaire, à exister et à progresser. C'est donc un point qui n'est pas anodin, cette histoire. Il n'est pas anodin parce que, en fait, le programme Phoenix va aggraver d'une certaine manière la guerre civile qui se développe à l'intérieur du territoire sud-vietnamien. Et il l'aggrave pour une raison très simple, c'est que quand on élimine systématiquement l'ennemi, eh bien, il y a des éléments qui vous échappent, et notamment que vous créez le cycle répression et solidarité à ceux victimes de la répression, et toutes les vagues concentriques qui vont toucher de plus en plus des personnes familialement liées à ceux qui sont arrêtés, qui sont torturés, qui disparaissent, etc. Et ces gens-là, petit à petit, vont devenir plus sensibles au discours du Viet Cong et parfois même vont basculer dans les rangs du Viet Cong. On en est au 34e podcast. Le bilan principal de l'ensemble de ces podcasts, c'est de mettre l'accent décisif sur la nécessité d'une culture liée au combat informationnel. Aujourd'hui, cette culture n'existe pas, il faut la construire. Il faut la construire méthodiquement. Alors, je corrige juste ce que je viens de dire. Il y a, avant moi et avant d'autres, des pionniers qui ont créé un début de matrice très analytique et très intéressante. Je le répète, ce sont les Villatou qu'il faudra remercier car ils ont joué et ils continuent à jouer un rôle de fondateur de cette matrice de ce que devra être un jour une culture du combat informationnel dans le système français.
Donc je leur rends hommage, je ne cesserai de leur rendre hommage pour le travail qu'ils ont accompli et qu'il ne doit en aucun cas être perdu comme on a trop l'habitude de le faire dans un pays comme le nôtre. La perte de mémoire, la disparition de la mémoire. Et ensuite, et j'insiste, le combat informationnel, ce n'est pas simplement une vision purement militaire, c'est aussi une vision civile, ce n'est pas simplement une vision du fort, c'est aussi une vision du faible. D'où l'intérêt de fusionner les deux, non pas pour faire un galimatia de je ne sais quoi, mais au contraire pour en faire une véritable doctrine afin qu'elle soit utilisée efficacement. Et là, je reviens à l'accroche du programme Phénix. On a bien compris que l'usage de la guerre de l'information qui se prolonge par un recours à une violence systématique qui aboutit au pire, interroge, y compris notamment dans l'actualité qui est très présente aujourd'hui sur différents théâtres de conflits dans le monde. Que conclure sur ce programme Phénix ? Première chose, il a fait mal au Viet Cong, c'est clair. Il y a d'ailleurs, très longtemps après, encore une haine très profonde des autorités vietnamiennes actuelles contre les acteurs vietnamiens qui ont été très impliqués dans le programme Phénix. Et quand je parle de haine, c'est vraiment quelque chose de poussé aux extrêmes. Cette haine, c'est parce que, justement, l'éradication politique sur le terrain a vraiment posé des problèmes à la manière dont Ho Chi Minh et Giap essayaient de mettre la main sur le Sud-Vietnam. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est que les Américains ont fait le bilan et on voit bien qu'ils font un bilan comptable. C'est pas un hasard si les chiffres sont mis en avant, mais c'est un bilan comptable qui ne tient pas compte de la manière dont la guerre de l'information se développait au Vietnam d'une part et hors du Vietnam d'autre part. Et c'est vrai que pour se convaincre de cette différence, il suffit d'aller sur des archives qui sont en ligne sur YouTube, notamment le fameux voyage que l'actrice Jane Fonda va mener au Nord-Vietnam, qui l'accueille à bras ouverts, où on lui fait visiter tout un tas de zones de bombardement américain sur le territoire nord-vietnamien, où elle va rencontrer des prisonniers américains. Et là, on assiste à quoi ? On assiste à l'extraordinaire faiblesse de l'image américaine à travers cette actrice, qui est complètement manipulée par ceux qui l'accueillent, bien sûr. Et ça fait peine à voir. Vous imaginez la scène où elle est là devant des pilotes américains qui sont prisonniers, qui sont dans des conditions assez difficiles, comme on peut l'imaginer, et qui peuvent rien dire. Et elle est là, mais complètement à côté de la plaque. Mais à ce point, ça fait froid dans le dos, d'une certaine manière. Or, Jane Fonda était déjà l'étoile montante d'Hollywood, une des étoiles montantes d'Hollywood. Et ça, pourquoi je mets l'accent sur cette image ? Parce que ce pays meurtri par les bombes, avec cet entourage, cette mise en scène nord-vietnamienne et la complicité d'une citoyenne américaine à cette mise en scène, qu'est-ce que les Américains, là je parle des États-Unis d'Amérique, je parle du pouvoir américain, aussi bien de la Maison-Blanche que du Pentagone ou d'autres, qu'est-ce qu'ils mettaient en face pour contrebalancer ? Eh bien, ils ne mettaient pas grand-chose. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même si Jane Fonda a eu des détracteurs, on peut l'imaginer, mais finalement, la guerre de l'information perdue par les Américains, c'est un encerclement cognitif sur territoire américain mené par des Américains contre des Américains. C'est ceux qui ne veulent pas faire la guerre du Vietnam, c'est ceux qui s'opposent à la guerre du Vietnam, c'est ceux qui reviennent de la guerre du Vietnam complètement écœurés et qui vont s'allier
aux opposants de la guerre du Vietnam. Et en face de ça, il y aura quoi? Il y aura des images de répression, de forces de police, parfois même de tirs contre des étudiants. Enfin, il n'y a pas eu la réponse. Le système américain n'a pas su répondre et s'est fait encercler cognitivement sur territoire américain, d'une part, et en Asie, on peut dire que ils ont rompu l'encerclement cognitif sur le territoire sud-vietnamien en partie par le programme Phoenix, en apparence, mais ils ne l'ont pas du tout rompu chez l'ennemi. En fait, la population nord-vietnamienne a été de plus en plus confortée dans son engagement auprès du régime communiste parce qu'il y avait justement la manifestation armée, militaire, les bombardements. Et n'oublions pas, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier, que le début de l'action militaire armée des États-Unis contre le Nord-Vietnam, c'est une provocation américaine. C'est acté, sourcé, etc. Donc, le programme Phoenix n'a pas su briser l'encerclement cognitif global, ni intérieur, ni extérieur. Et c'est ça ma conclusion. Donc Christian Belot, merci. Dans notre prochain podcast, nous aborderons la manière dont on manipule la restitution d'événements historiques dans des objectifs d'influence, en revenant en particulier sur la Seconde Guerre mondiale.